Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire, RDC, Chine et pour finir, actualité en Syrie. Côte d'Ivoire, reconnaissance officielle de la CNJC. Le présidium de la Coalition nationale pour le changement a eu une rencontre ce dimanche pour statuer sur le nouveau programme d'action de terrain qui sera communiqué d'ici peu. Ce qu'il faudra aussi savoir des points marquants de ce rendez-vous aux aires de dernier virage, c'est la reconnaissance enfin officielle et la validation des activités de la CNJC, Coalition nationale de la jeunesse pour le changement. À cet effet, il convient, pour l'occasion, de saluer toutes ces forces de la jeunesse qui, par leur efficacité, ont permis d'atteindre cette étape importante. Daïl Nestor, le tout dernier à faire les frais de la panique du régime Dramane Ouattara face à cette efficacité. Justin Kwa, qui depuis plusieurs mois tient la barre malgré tout du côté du camp pénal de Bouaké. Cissé Mariam, Zagol Durand et Laetitia Nguessan, le trio de la Maca, à Auguste Abraham Dieti, le nouveau secrétaire national, qui fait déjà parler de lui. Saluons l'engagement de Achille Niaouré et de tous les autres responsables de la CNJC pour leur engagement ferme au service du combat pour la démocratie et la liberté. Enfin, les discrets de la lutte, ceux qui, par leurs coups de fil et messages, dénouent des situations compliquées en interne. Respect à vous. Le salut spécial revient bien sûr à toute la jeunesse ivoirienne mobilisée qui répond présent à chaque appel. C'est grâce à vous que nous avançons. En attendant le prochain mot d'ordre, la lutte continue. Tout de suite, Côte d'Ivoire par M. Bandakani. Maintenant, pour revenir à votre question, je vais y revenir, mais je voudrais rapidement lever certains équivoques qui sont sortis de la bouche de mon frère Paul Quin. Il a convoqué une période, il a convoqué Gbagbo. Gbagbo aura acheté beaucoup d'armes. Je ne reviens pas sur la polémique des chiffres, je crois que c'était un lapsus. C'était un lapsus. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire. C'était un lapsus. On va lui donner la parole tout à l'heure. C'était un lapsus, voilà. Donc, mais il faut faire attention. C'est-à-dire que, d'abord, le problème de l'achat d'armes en question, l'achat d'armes ici en question, c'est quoi? Ça se fait sur embargo. La résolution, c'est 2153 des Nations Unies de 2014. Il y a une résolution, il y a un embargo clair qui interdit à la Côte d'Ivoire d'acheter certains types d'armes. Et c'est justement ce type d'armes-là que M. Ouattara a acheté. Deuxième chose, alors que la comparaison avec le cas Gbagbo n'a rien à voir, ne tient pas l'eau. Pourquoi? Je voulais dire que de 2002 dont tu parles, jusqu'à la crise, Gbagbo, la Côte d'Ivoire entre dans l'initiative PPTE. PPTE. Donc ils doivent atteindre le point d'achèvement. Or, qui dit PPTE dit que votre économie est sous contrôle de la communauté internationale au niveau du budget quotidien du FMI, au niveau de l'énoncé de l'ordonnancement du budget au quotidien. C'est-à-dire que chaque dépense que vous voulez faire, vous devez justifier ça. Juste à ce que vous atteignez le point d'achèvement. Or, malheureusement, ce point d'achèvement va être atteint sans Gbagbo au pouvoir. Donc, dans ce contexte, il n'était pas possible de débourser 800 milliards de francs CFA pour acheter le temps. C'est impossible. C'est impossible de débourser 800 milliards de francs CFA en pleine initiative PPTE pour acheter les armes. Et deuxième chose, il faut que Paul nous dise ici à cette période de la Côte d'Ivoire est déjà sur embargo des Nations Unies en matière d'achat d'armes. Et que nous donne la résolution. Parce que moi, je donne la résolution ici, 2153 des Nations Unies, qui interdit à M. Ouattara, à la Côte d'Ivoire, d'acheter certains types d'armes. Mais qui lui donne aussi la résolution, qui en son temps à l'époque, interdit à M. Gbagbo d'acheter les armes. Donc, s'il n'a pas cette résolution, s'il ne les a pas, mais il ne faut pas qu'il dise n'importe quoi pour défendre son poulain. Voilà. Je vous en prie, M. Voilà. Bandakani. Il faut aussi éviter de dire n'importe quoi pour contredire forcément ce que l'autre a dit. Je vous en prie, on reste poli et cordial. Je comprends que vous voulez équilibrer, je n'ai pas dit n'importe quoi. Il n'est pas question d'équilibre. Je vous donne les éléments pour dire que si quelqu'un dit qu'à l'époque, M. Gbagbo a dépensé 800 milliards de francs CFA pour acheter les armes, qu'il... Ce n'est pas. C'est pas possible. Je vous dis que la Côte d'Ivoire est déjà sur PPTE. Et le PPTE, il n'est pas possible sur PPTE de débourser 800 milliards pour acheter les armes. Et il y a un pays qu'on appelle le Cameroun. À l'époque, le Cameroun c'est PPTE pour acheter un avion. Il a fallu faire des acrobaties extraordinaires. Extraordinaires. Parce que le pays était sur l'initiative PPTE. Parce qu'on suivait vos dépenses, on suivait les lignes budgétaires à la loupe. C'est ce que je veux dire. Donc, et j'ai dit, dans le cas d'espèce,
nous avons une résolution des Nations Unies 2153, je donne la résolution de 2014, qui interdit à la Côte d'Ivoire d'acheter un certain type d'armes. C'est une résolution des Nations Unies. Et cette résolution-là a été violée et Ouattara, justement, a acheté les types d'armes qui sont interdits à la Côte d'Ivoire. Bon, pour moi, je ne veux pas manquer je reviens donc sur votre question. Mais Juliana, vous touchez là le cœur du problème. Et c'est ça le cœur du problème. Parce que, est-ce que Paris lâche Ouattara ou pas? Pour moi, c'est un débat secondaire. Pour répondre à cette question, il faut revenir sur les forces sociales internationales qui ont porté Ouattara au pouvoir. C'est qui cette force-là? Ouattara a bâti son projet politique, son entreprise de criminalité internationale en donnant des gages, à la France et aux Américains. Comme M. Ouattara est Premier ministre, les privatisations profitent à qui? À Bouygues, télécommunications, les eaux, Bolloré. Ça, il contentait Paris à l'époque. Et il contente les Américains en même temps, il facilite leur entrée dans la filière du cacao. Et ce sont ces deux conglomérats internationaux qui ont toujours porté Ouattara au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Alors où on parle? Le secteur du cacao en Côte d'Ivoire café, c'est le contrôle de qui? Des majors américains. C'est qui? C'est, je vous donne leur nom, hein, Tada. Vous comprenez que nous ne disons pas n'importe quoi ici. Vous avez, mettez-moi de regarder ici. Voilà, vous avez ADM, vous avez Cargill, Outspan. Ce sont des majors tous américains. Ils contrôlent toute la filière du cacao café qui a servi de caisse à financement pour l'achat justement de ces armes-là. Donc pour dire que il n'est pas possible que ni l'ONU, l'Amérique et la France ne soient pas au courant de l'achat d'armes. C'est eux qui ont financé cet achat d'armes-là. C'est sur le couvert de la filière cacao café qu'on a acheté ces armes-là. Donc pour revenir à votre question, pour dire que les forces internationales qui portent Ouattara au pouvoir ont intérêt à anticiper rapidement sur l'avenir de la Côte d'Ivoire. Or, c'est pour ça que Ouattara gagne les élections. Il a 5 ans de mandat. Je ne reviens pas sur sa santé. Il a 5 ans de mandat. Or, après lui, il y a une guerre terrible qui se prépare, qui a déjà commencé entre M. Soro et Bakayoko. Or, ces forces économiques-là redoutent cette guerre-là, parce qu'elles n'ont pas les moyens concrets d'arrêter cette guerre-là, de la gérer à leur avantage. Tout peut arriver et leurs intérêts soient menacés. Deuxième chose, les forces rebelles. Vous savez que depuis, quand Ouattara a pris le pouvoir, il a mis sur pied ce qu'il appelle l'autorité des armements, de mobilisation et réinsertion. Il a mis sur pied. On a recensé 73 000 forces rebelles. 18 000 sont dans les maquis. Lourdement armés. Or, vous savez que même dans les enquêtes de police élémentaires, quand les bandits volent, quand il n'y a pas assez de traces, les policiers attendent. Pourquoi? C'est le partage qui fait qu'on arrête les bandits. Parce que quand on partage, et que parmi les voleurs, l'un des voleurs est déçu, c'est lui qui va renseigner la police. C'est connu. Dans le cas d'espèce, depuis que Ouattara a pris le pouvoir, les qui sont en train de manger, des ex-rebelles ont fait la guerre pour mettre M. Ouattara au pouvoir. Mais depuis qu'il est au pouvoir, qui mange? C'est M. Ouattara, sa famille, sa femme, son beau-fils, son fils, Bakayoko, son frère, Birahima Ouattara, c'est Bédié et le clan Bédié, c'est Bakayoko, le clan Bakayoko, c'est Guillaume Soro et son clan qui bouffent, qui s'enrichissent. Si on met de côté les majors américains et les multinationales françaises, eux ils mangent. Mais les hommes de troupes ne mangent rien. Les Comzom mangent. Les Comzom, c'est ceux qui encadrent les troupes rebelles, les Comzom. Ils ont des hauts postes dans la soi-disant armée de Côte d'Ivoire, alors que les hommes de troupes n'ont rien. La dernière fois, les gars ont marché, ils ont réclamé leur prime de 5 millions. On ne l'a pas donné. Et maintenant, on veut les désarmer. C'est pour ça qu'ils sont entrés au maquis. Ouais. Ils sont entrés au maquis. Et Ouattara sait très bien que quand les gars là entrent au maquis, il est mal parti. Il ne peut pas s'en sortir. Donc, voilà le nœud du problème. Voilà le nœud du problème. Il n'est pas facile, il n'est pas facile de régler le compte de ces gars-là comme on a réglé le compte de IB, commandant invisible, en le tuant. C'est-à-dire, Guillaume Soro et Ouattara sont attendus pour tuer IB, qui était un témoin gênant. Mais c'est compliqué de tuer des milliers de rebelles puissamment armés. Encore qu'il faut bien les retrouver. Tout de suite, actualité en RDC.
Du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, le Premier ministre Matata Ponyo a dîné avec les lauréats de la première promotion de l'École nationale de l'administration au Jardin des Premiers. Sur place, le Premier ministre a donné des instructions pour que les 4 premiers lauréats de la promotion Patrice Emery Lumumba soient d'office retenus à la primature. Plusieurs personnalités ont rehaussé leur présence en cette réception. Les énarques, parce que c'est vous qui êtes à l'honneur aujourd'hui. Monsieur le responsable de l'ENA, il nous était pratiquement indispensable de recevoir la première promotion des énarques dans le jardin des premiers pour manifester l'intérêt particulier que le chef de l'État accorde à la promotion de la jeunesse fonctionnaire, pour témoigner de l'intérêt que le gouvernement, dans son ensemble, témoigne à l'adhésion de cette nouvelle jeunesse dans la fonction publique, pour montrer combien nous soutenons les énarques. Ça, c'est l'élément fondamental de cette petite cérémonie dans les jardins des premiers. Deuxièmement, c'était pour renouveler à l'ensemble des énarques ce que nous avons dit lors de la réception officielle à l'hôtel du fleuve Congo. Chers amis, nous vous avons dit que vous étiez les meilleurs parmi les meilleurs. Et nous vous avons dit qu'être meilleur, c'est peut-être la chose la plus difficile qui puisse exister. Parce que quand on est meilleur, il faut maintenir la qualité, il faut maintenir les standards. Quand on est meilleur, on peut facilement tomber dans la médiocrité. Donc, vous avez là un challenge, un défi pour vous maintenir parmi les meilleurs et dans la durée. Tout de suite, actualité en Chine. Fait de matériaux composites en fibre de carbone, l'avion électrique à 2 places peut voler jusqu'à 90 minutes avec des batteries complètement chargées et il est bien moins cher qu'un avion comparable qui requiert un plein de carburant. De nombreux pays se concentrent sur le développement d'avions électriques avec l'objectif ultime de réduire l'usage de carburants fossiles. Et après que le RX-1E a été certifié en début d'année, la Chine va bientôt procéder à la production en série de son premier avion électrique produit domestiquement. Ses points forts sont la facilité d'usage, les bas coûts de fonctionnement et l'absence d'émissions de carbone lors de celui-ci. Il peut aussi servir à tout un tas d'usages, comme les patrouilles policières, les entraînements au vol et la météorologie. Le designer en chef nous a confié que de nombreux efforts ont été nécessaires pour obtenir la certification de navigabilité. À la différence des aéronefs militaires et des jets commerciaux, il y a certains critères qu'un avion électrique doit remplir avant que ne lui soit accordée la permission de voler. L'avion doit être suffisamment léger et les batteries doivent être à la fois suffisantes en capacité et fiables. Par-dessus tout, il doit être rentable pour être produit en masse. Le RX-1E a subi 240 heures d'essai depuis que le modèle de test a été lancé en 2013. Pendant la période d'essai, la structure de l'avion a peu changé, mais les batteries ont été améliorées afin d'accroître la capacité de vol. Les 2 unités qui ont été livrées à leurs clients le mois dernier prouvent que l'avion est pleinement fonctionnel. Le RX-1E va significativement stimuler le développement de l'industrie aéronautique chinoise parce que l'actuel domaine de l'aéronautique en général ne manque pas seulement de ressources de l'espace aérien, mais aussi d'avions à bas coût comme le RX-1E. Et pour finir, les titres de l'actualité en Syrie. Fermeture de l'accès à Zabadani du côté de Mandaya suite à des opérations militaires intensives. Au terme de 13 ans de négociations, le peuple iranien sort vainqueur et arrache son droit à l'enrichissement d'uranium. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté les brèves.